Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. En général, quand quelqu'un en tue un autre, il y a une raison, il y a une motivation, même minable, même pitoyable. Dans l'affaire d'aujourd'hui, il n'y a aucune explication. On ne sait pas pourquoi en 2001, près de Rouen, Alfred Petit a tué Jean-Jacques et Daniel Roussel à coups de fusil. Il n'a jamais assumé, il ne s'est jamais justifié, ni pendant l'instruction, ni au cours du procès. C'est parti, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence un matin de mai 2001 à Saint-Jacques-sur-Darnétal, un petit village à quelques kilomètres de Rouen. Il est 6h30. À petits pas, le soleil est en train de se lever. Et un homme est en route pour son travail. Et à la sortie du village, il voit une grange en feu. Alors il s'arrête, il descend, il va voir. La scène est terrible. Un cheval est en train de brûler. Et puis rien d'autre, a priori, si ce n'est une voiture complètement cramée. Il appelle les pompiers qui préviennent la police. À ce stade, c'est une toute petite affaire. Une simple grange qui a brûlé. Un pauvre cheval qui en a fait les frais. Sauf qu'en grattant un peu par terre, dans les cendres, les policiers tombent sur un cadavre calciné. Le cadavre d'un homme. Et là, pour le coup, ça devient une grosse affaire. Et encore, on n'est qu'au début. Identifier le cadavre n'est pas difficile. Un jeune homme de 20 ans vient d'arriver. C'est la grange de mon père. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et le cadavre aussi. Et celui de son père. Roussel. Roméo Oscar Uniforme Sierra Sierra Echo Lima. Prénom Jean-Jacques. Âge 53 ans. Profession ingénieur en pétrochimie. Bien reçu ? Bien reçu. Dans cette grange calcinée, il élevait des chevaux pour le plaisir. Au premier abord, il a été tué d'un coup de fusil dans le dos. Sans doute une balle de marque Brenneck. La blessure est assez caractéristique. Bon, maintenant, faut prévenir sa femme. La mère du jeune gars qui est là, complètement abattue. Je sais pas où elle est, ma mère. Hier soir, j'étais avec ma copine. Je suis rentré à la maison vers 2h du matin. Elle n'était pas à la maison. Et quand je me suis levé, elle n'y était pas non plus. D'accord. Donc on peut dire qu'elle a disparu. Oui. Il y a un truc que je veux vous dire. Quand même, quand je suis rentré cette nuit, elle n'était pas là, mais la télé était allumée, les lumières aussi. Et puis il y avait pas mal de désordre dans la maison. Et puis la vaisselle n'avait pas été faite. Sur le moment, je me suis dit, c'est bizarre. Mais bon, ça m'a pas trop inquiété non plus. Et avec ma copine, on est allé se coucher. Mais j'avoue que là, avec ce qui s'est passé pour mon père, je suis inquiet pour elle aussi, quoi. Alors, les policiers se mettent à sa recherche. Avec une idée dans un coin de la tête, parce que c'était elle qui avait tué son mari. Et si elle se planquait ? C'est une hypothèse sérieuse, puisque sa voiture, une Fiat Uno, elle aussi a disparu. Mais pour être honnête, l'entourage n'y croit pas. Du tout. Du tout. Et pour le coup, sa disparition devient inquiétante. On l'aurait tuée, elle aussi. Elle s'appelle Daniel Roussel. Et maintenant, ça fait 2 jours qu'on est sans nouvelles d'elle. Les doutes sur le destin de Daniel ne durent pas longtemps. Au bout de 2 jours, les gendarmes d'un village voisin reçoivent un drôle de témoignage.
Un drôle de bonhomme. Vraiment bizarre au volant de la voiture. Voilà, je voulais vous alerter là-dessus. Je sais pas du tout qui est ce type. Hein. Je l'ai pas vu longtemps. Mais je l'ai trouvé vraiment inquiétant, disons. D'accord, monsieur, d'accord. La marque du véhicule, s'il vous plaît. Une Fiat Uno, me semble-t-il. Les gendarmes se mettent immédiatement à la recherche de la Fiat et ils la trouvent tout de suite, garée sur le bord de la route, avec un homme à l'intérieur. Il s'approche. Mais ça sent la mort dans cette voiture. La mort. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Vous avez un problème, monsieur? Oui. Oui, j'ai un gros problème. Et là, le type sort un fusil et il met les gendarmes en joue. Si tu bouges, fais attention, moi, je te bute. L'un des gendarmes tente de discuter. Il s'approche, il veut le désarmer. Et là, l'homme veut tirer, il appuie sur la gâchette et ça fait... clic. Et le coup ne part pas. Ouf! Les deux gendarmes sautent dessus et le plaquent au sol. On peut penser que c'est fini. Mais non. L'homme est costaud, il se débat et il parvient à se dégager et il se met à courir dans la nuit. Mais c'est pas vrai. Il a réussi à s'enfuir. Les gendarmes furieux fouillent la voiture. Le type a laissé sa veste et un sac de sport. Et dans le sac, ils trouvent un papier tamponné et signé. Ouais, c'est un détenu du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil. Hein. Sa permission de sortie date d'il y a un mois, le week-end de Pâques. Son nom? Petit. Papa Echo, Tango, India, Tango, prénom Alfred. Le type qui vient de s'enfuir est un prisonnier en cavale. Il a bénéficié d'une permission de sortie il y a un mois. Il n'est jamais rentré. Et l'odeur alors? D'où est-ce qu'elle vient, cette odeur de mort? Les gendarmes ouvrent le coffre. Il est maculé de sang. Et beaucoup de sang, ça pue. Et sur le siège arrière, il y a un gant, ensanglanté lui aussi. Et ça se confirme. La voiture est celle de Danielle Roussel. C'est de très mauvais augure pour elle. Bon, qu'est-ce qu'on sait sur cet Alfred Petit? Eh bien, comme tu le sais déjà, c'est un détenu de Val-de-Reuil qui n'est pas rentré de permission, donc il y a un mois. Il a 35 ans, et comme tu peux le voir sur la photo, là, ben, il a une putain de tête de tueur. Alors, son pédigré, il a passé à ce jour 15 années en prison pour 3 condamnations intervenues en 84, 86 et 89. En 84, il avait 19 ans, il faisait son service militaire, il a braqué un soldat avec un fusil d'assaut. Et il a pris 20 jours d'arrêt. 2 ans plus tard, en 1986, il est arrêté par des policiers pour un contrôle. Et là, il sort un fusil à canoncier, il le colle sur la tempe de l'un des flics, il s'empare de son arme de service et il tire. Le policier prend une balle dans le ventre. Et lui, il s'enfuit. Le policier, heureusement, n'est que blessé. Alfred Petit est arrêté, 15 ans de prison. 3 ans plus tard, en 1989, Petit est toujours en tôle. Il est extrait de la prison de Caen, en Normandie, pour une petite opération chirurgicale. À l'hôpital, juste avant d'entrer dans le bloc, les policiers lui enlèvent les menottes. Il se jette sur eux. Il arrache le pistolet de l'un d'entre eux et il le prend en otage. Et il tire une balle en l'air. Et alors qu'il est en calbute, en slibard, en slip, quoi, il sort de l'hôpital avec son otage, il monte dans un taxi et il s'enfuit. Il est arrêté quelques heures plus tard, jugé et condamné à 10 ans de prison. Incroyable pédigré, hein? Cet Alfred Petit est une brute épaisse. Il n'a peur de rien.
ni de personne, et surtout pas de la police. Donc il faut le coincer tardard. Une grande opération est lancée sur le champ. Plusieurs dizaines de policiers et de gendarmes sont mobilisés. Et ouf, il le coince le lendemain dans un champ, pas très loin de chez ses parents. Alfred Petit se retrouve en garde à vue à Rouen. Est-ce que c'est lui qui a tué Jean-Jacques Roussel? Et où est Danielle Roussel? Est-ce qu'il l'a tuée elle aussi? Moi, je les connais pas, ces gens-là. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Ah bon? Et la Fiat dans laquelle on t'a trouvé? C'était pas celle de Madame Roussel, peut-être? Et c'est pas dans ton sac, dans la voiture en question, qu'on a retrouvé ta permission de sortie? Alfred Petit, c'est pas toi? En théorie, il ne peut pas nier. Il était dans la voiture de Madame Roussel et il y a du sang plein le coffre. Mais pour l'instant, il choisit de nier l'évidence, la bourrique. Le lendemain soir, à Canteleu près de Rouen, un promeneur aperçoit un corps qui flotte dans la Seine. Il appelle les pompiers qui remontent le cadavre. C'est un tronc de femme, sans bras, sans jambes et sans tête. Les bras et les jambes sont retrouvés le lendemain dans le fleuve. Et la tête, je vous le dis tout de suite, la tête on ne la retrouvera jamais. Le cadavre passe dans les mains des légistes. Daniel. On a retrouvé logé dans sa poitrine une balle de fusil de marque Brenneck. Le même type de balle que celle qui a tué son mari. Autre chose, nous avons analysé en détail la découpe du corps. Je dois vous dire que les coupes sont nettes et précises. Elles tombent à point sur les articulations. Celui qui a fait ça maîtrise indéniablement la technique de découpe d'un corps. Indéniablement. Europe 1. On de la raconte, la suite de votre récit. Dans la foulée, et malgré ces dénégations, les expertises s'enchaînent qui, toutes, accusent Alfred Petit. Le sang dans la Fiat Uno, eh bien c'est celui de Danielle Roussel. La tache de sang qu'on a trouvée dans la poche de son jean, c'est aussi celui de Danielle Roussel. Le sang sur le gant à l'arrière de la voiture, c'est encore celui de Madame Roussel. Mais mieux que ça, à l'intérieur du gant, on a trouvé l'ADN d'Alfred Petit. Quant au fusil qu'il a brandi quand les policiers ont tenté de l'arrêter, il était chargé de balles Brenneck, du même type que celles qui ont servi au meurtre de Danielle Roussel. Donc, zéro doute, c'est lui qui a tué et dépecé Danielle Roussel. Et son mari, est-ce qu'on a la preuve que c'est aussi lui qui l'a tué? Oui, les preuves sont moins formelles, mais il y en a. D'abord, les balles, des Brenneck, les mêmes que celles qui ont tué sa femme. Et puis des gens du village qui l'ont vu, quelques jours avant le meurtre, traîner dans le coin. Ils décrivent tous un moustachu massif, un peu crado, aux cheveux longs. C'est le portrait craché de Petit. Un agriculteur du coin l'a même surpris, endormi dans sa grange. Tout ça, ce sont des preuves incontestables. Sauf que lui, la bourrique, pour l'instant, il n'en démord pas. Il n'a rien à voir avec tout ça. Rien, je vous dis. À part ça, comme on peut s'en douter, une polémique éclate, une polémique politique. En 2011, ce sont les socialistes qui sont au pouvoir. Et la garde des Sceaux s'appelle Marie-Lise Lebranchu. La droite ne se prive pas d'exploiter l'affaire. Il va falloir qu'on nous explique pourquoi cet homme, condamné 2 fois pour des faits très graves, s'est retrouvé avec une permission de sortie au cours de laquelle il a tué les époux Roussel. Ce double meurtre
est due au laxisme de la justice de notre pays. Et la justice, aujourd'hui, doit nous rendre des comptes. En face, le procureur de la République d'Évreux se défend comme il peut. Monsieur Petit en était à sa 3e permission de sortie. Les 2 précédentes n'avaient été marquées par aucun incident. Et je tiens à dire ici qu'en matière de récidive, aucune certitude n'existe. Et que malgré les précautions prises, eh bien on fait toujours un pari sur un individu. Autant vous dire que le fils des Roussel, Julien, a beaucoup de mal à avaler les déclarations du procureur. Au nom de quoi? Au nom de quoi la justice a-t-elle permis qu'on libère cet homme? Je voudrais savoir. Et surtout, pourquoi n'a-t-il pas été recherché? Ce gars, c'est un fauve qui a été lâché en liberté. Fallait pas le lâcher. Ou fallait le récupérer. Sur ce point, il a 1000 fois raison, le fils. Quand Petit s'est évadé au cours de sa 3e permission, 1 mois avant le double meurtre, on l'a pas cherché. Vous y croyez, ça? Sa photo n'a même pas été diffusée dans la presse. On n'a pas essayé de traquer son portable, ni placer ses parents sur écoute, alors qu'il dormait chez eux. On aurait dû tenter de l'arrêter et empêcher ce drame. Mais on n'a rien fait. Rien. Il s'était évadé. On s'est contenté de dire « Dommage. Dommage. » Pendant toute l'instruction, Alfred Petit se mure dans le silence. Le fait qu'il ait tué Daniel ne fait aucun doute, mais il n'a rien à dire. Et le fait qu'il ait tué Jean-Jacques ne laisse pas beaucoup de doutes non plus, mais il n'a rien à dire non plus. Un mur, massif, indestructible, et classé. Et donc quand arrive le procès, on en est là. Pas d'aveu, pas d'explication. On n'a pas de doute sur sa culpabilité, mais on ne sait toujours pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi? Quel était son mobile? La cour! Le procès d'Alfred Petit s'ouvre en décembre 2003 à Rouen. L'audience est ouverte. Le président commence par faire un rappel des faits. Et puis, comme toujours, il se tourne vers l'accusé. Monsieur Petit, levez-vous, je vous prie. Avez-vous quelque chose à déclarer d'emblée après l'exposé des éléments qui vous sont reprochés? Nous vous écoutons. Et là, Petit s'approche du micro. Il sort un papier de sa poche et il enterre tous les espoirs. Je suis désolé pour les Roussel et pour leurs proches qui doivent assumer cette épreuve. Mais je suis pas l'auteur des faits qui me sont reprochés. Je sais que mes silences peuvent être interprétés comme un signe de culpabilité. Ce n'est nullement le cas. Et désormais, je ne prendrai plus la parole. Et il s'assoit. Pendant le procès, plusieurs fois, le président tente de revenir vers lui et à chaque fois, d'un geste de la main, il lui dit non, je ne parlerai pas. Et il n'en démordra pas. Comme dans tous les procès d'assises, on commence par l'examen de sa personnalité. Et on fait venir à la barre son père, qui s'appelle comme lui Alfred. C'est un ancien CRS à la retraite, devenu ensuite boucher. Physiquement, c'est une copie parfaite de son fils, en plus vieux. Et il est aussi cintré que lui. Moi, Alfred, c'est un garçon très bien. Il n'a jamais battu un de ses camarades. D'accord? Il n'a jamais frappé personne. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il n'est pas méchant. Monsieur Petit, l'enquête de personnalité dit que vous faisiez régner la terreur dans votre famille, et notamment à l'égard de votre fils.
Mais j'avais pas le temps de m'occuper d'eux. Je travaillais beaucoup, j'étais CRS. J'ai parcouru des milliers de kilomètres pour protéger les gens. Mais attention, hein, mes enfants, ils ont jamais pris une fessée ou une gifle, ça non. Et puis c'est ma vie privée, ça. Ça regarde pas tout le public, ça. C'est mon fils, vous jugez pas moi. On apprendra quand même pendant le procès que le père était en vérité un tyran domestique, qu'il allait, écoutez bien, jusqu'à minuter la durée des douches de son fils et sa consommation de papier toilette. Monsieur Petit, les experts qui ont examiné le cadavre de Madame Roussel indiquent que le découpage était quasi professionnel. Vous avez été bouché, n'est-ce pas? Bah oui, alors? Alors quoi? Vous voulez dire que j'étais son complice? Pourquoi qu'on n'est pas venu chez moi prendre mes couteaux et mes scies alors à l'époque? C'est n'importe quoi. Mais le père n'en a pas fini. Il veut revenir sur un événement qu'il n'a pas digéré. La condamnation de son fils en 1987 pour des faits qui remontaient à l'année précédente. Vous vous souvenez? Je vous rafraîchis la mémoire. Alfred Petit est arrêté par deux policiers pour un contrôle. Il sort un fusil à canoncier, il le colle sur la tempe d'un des flics, il s'empare de son arme de service et il tire. Le policier prend une balle dans le ventre, heureusement, il n'est que blessé. Et Petit s'enfuit. Et il est arrêté et condamné à 15 ans de prison. C'est sa première grosse peine. Eh bien, à la barre de la cour d'assises, le père remet cette affaire sur le tapis. Bon, je vais vous expliquer. À l'époque, le policier de mon fils a blessé. Pas gravement, hein, mais bon, il a blessé. Ce policier, il a pris un avocat. Monsieur Houp, maître Houp. Eh ben, c'est à cause de lui que mon fils, il a été condamné à 15 ans. Monsieur Petit, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Et là, le père se retourne vers Julien Roussel, le fils des deux victimes. « Hé Roussel, t'habites la maison de Houp, non ?» Dans la salle, au début, personne ne comprend où il veut en venir. Quel est le rapport entre l'avocat de la victime de son premier procès et le meurtre 15 ans plus tard des Roussel? Et puis d'un coup, ça devient clair. L'avocat, maître Houp, habite juste à côté de chez les Roussel, une maison très ressemblante. Et donc, ce que suggère le père, c'est que ça n'est pas les Roussel que son fils voulait tuer. Il voulait tuer maître Houp, cet avocat qu'il avait envoyé en prison 15 ans plus tôt. Il se serait juste trompé de maison. Et comment dire? Eh ben, ça fait son petit effet. Mais pas longtemps. D'abord, au moment des faits, maître Houp n'habitait plus là. Et puis admettons qu'Alfred Petit l'ait ignoré. Pourquoi est-ce qu'il aurait attendu sa 3e permission pour se venger? Ça ne tient pas debout. Fin de l'épisode. Dans la foulée, les avocats d'Alfred Petit reviennent sur la découpe du cadavre de Daniel Roussel. Les médecins légistes qui ont eu à expertiser le cadavre de Madame Roussel nous disent dans leur rapport que la découpe des membres de son corps a été faite de manière quasi professionnelle. Ils parlent d'une main d'expert, au minimum d'une main aguerrie. Alors je vous fais observer qu'au moment du meurtre, mon client vient de passer 17 années en prison. Et je ne crois pas qu'en prison, il a pu découper ne serait-ce qu'un poulet. Ce qu'est en train d'insinuer l'avocat d'Alfred Petit, c'est qu'ils étaient deux. Et comme son client n'a pas d'amis, eh ben le second était peut-être son père, dont je vous rappelle qu'il a été policier, mais aussi apprenti charcutier. Quand le père entend ça, il se met à hurler. Et pourtant, cette hypothèse existe, que le père ait aidé son fils à transporter et à découper le corps de Daniel Roussel.
Mais bon, pour le prouver, il aurait fallu à l'époque expertiser les outils de boucher du papa. Et ça n'a pas été fait. Et donc, fin de la séquence. Enfin, pas tout à fait. Le lendemain matin, 4e jour du procès, le journal local Paris-Normandie publie un article qui fait son petit effet. Le journaliste a retrouvé un témoin qui n'est pas au dossier d'instruction. Un homme qui, le matin où on a retrouvé le cadavre de Jean-Jacques Roussel dans la grange carbonisée, est passé sur la route vers 6 heures du matin. Et c'est écrit dans le journal. Lui, il n'a pas vu un, mais 2 hommes. Le président décide alors de faire venir ce témoin inattendu à la barre. Je suis passé devant la grange qui était en feu, et donc j'ai vu 2 hommes. Et il y en a un, il m'a marqué parce que il avait une démarche, je dirais, particulière. Il se dandinait, vous voyez, un peu comme ça, quoi. Et alors hier soir, j'ai regardé le compte-rendu du procès à la télévision, et cet homme, je l'ai reconnu, quoi. Je l'ai reconnu grâce à ce dandinement. Et c'était Monsieur Petit-Père. Et Monsieur Petit-Père correspond, je pense, à l'homme que j'ai vu ce matin-là. Il dit en gros que le jour du meurtre de Jean-Jacques Roussel, le père était avec le fils. Sacré rebondissement. Du coup, l'après-midi même, en présence du témoin, le président fait revenir le père à la barre, qui arrive en se dandinant. Bien, monsieur, reconnaissez-vous dans la démarche de monsieur Petit, la démarche de l'homme que vous avez vu sur la scène de crime ce matin-là? Je vous écoute. Oui. C'est exactement la même manière de marcher. Un rebondissement qui a de lourdes conséquences. Rien de tout ça n'est dans le dossier d'instruction. L'enquête est passée complètement à côté. Bien. Au regard des éléments nouveaux qui ont été apportés par le témoin, nous prenons la décision de renvoyer le procès pour supplément d'information. L'audience est levée. Et un nouveau juge d'instruction est nommé pour faire la lumière sur le rôle du père dans ce double crime. Mais tout ça, je vous le dis, se termine par un coitus interruptus. Car un mois plus tard, le père est retrouvé pendu à une poutre de sa grange. Un aveu de culpabilité? Pas sûr. Il a laissé 2 lettres dans lesquelles il redit son innocence et celle de son fils. Le suicide du père ne signifie pas la fin du supplément d'information. Il faut toujours établir s'il était là ce matin-là, près de la grange avec son fils. Pas pour le condamner, puisqu'il est mort, mais pour remettre son fils à sa juste place. Je vous le dis en 2 mots, ça ne débouche sur rien. La conclusion est que le témoin providentiel s'est possiblement trompé. Et donc 1 an plus tard, le procès reprend. Mais pas là où il s'était arrêté. On reprend tout à 0. Même attitude d'Alfred Petit. Il refuse encore de s'exprimer sur les faits. En revanche, le voilà qui se met à mettre son grain de sel dans les débats, à interrompre les témoins, à prendre la parole sans autorisation du président. Son avocat, Maître Mahul, lui dit « Faites pas ça, Alfred, faites pas ça. » Du coup, Petit le récuse. Il se défendra lui-même. Le cirque, quoi. Encore le cirque. Pour rien. Parce qu'à la fin, sans surprise, Alfred Petit est condamné à la réclusion à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. La peine maximale. Il fait appel, et en 2006, il reprend perpète, mais sans sûreté. Peu importe. 3 ans plus tard, Alfred Petit est retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de Bois d'Arcy. Et nous, nous, on ne sait toujours pas pourquoi il a tué Jean-Jacques et Daniel Roussel. Europe 1. Pour commenter son histoire du jour,
Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre en 2001 à Saint-Jacques-sur-Darnétal, près de Rouen, de Jean-Jacques et Daniel Roussel, tués par Alfred Petit, qui s'était évadé de prison après une permission de sortie, lequel a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et je débriefe cette histoire avec vous, maître Joël Giudicelli. Vous étiez avocate de la partie civile dans ce dossier, chargé de défendre les intérêts de la mère de Daniel Roussel. Maître, j'imagine la frustration de votre cliente, c'est-à-dire que le procès se termine, et même aujourd'hui encore, elle ne sait pas pourquoi sa fille a été tuée. Oui, c'est évident. Pour une mère, c'est dramatique, parce qu'elle ne saura jamais très exactement ce qu'a subi sa fille. Et puis, la tête n'a pas été retrouvée, et c'est quand même très symbolique, le fait qu'on n'ait pas pu inhumer les restes de Mme Roussel avec sa tête. Pourquoi est-ce qu'il dit pas où est la tête? Parce qu'il l'a pas tuée. De toute façon, il a refusé de parler tout le long du procès, donc voilà. On est d'accord que vous n'avez aucun doute sur sa culpabilité? Non, je n'ai aucun doute, car si l'on rassemble les éléments, je ne vois pas comment il peut démontrer que ce n'est pas lui. Parce que, par exemple, le fusil qui a servi à tirer les balles Brennecke et les balles Brennecke, eh bien, il les a volés chez son oncle. Mmh. Et ça, il l'a admis. Mmh. Voilà. Et donc c'est une évidence qu'il nie, comme le reste. Non, ça, il l'a reconnu. Mmh. Il l'a reconnu. Donc, après, comment il s'explique que c'est pas lui qui est tiré? En plus, on le retrouve dans la voiture. L'histoire du gant, je veux dire, il a essayé le gant, peut-être, comme je disais, à un certain moment, et on n'était pas dans une mercerie, là. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'il nie, alors qu'il sait pertinemment qu'il y a suffisamment de preuves dans le dossier pour le condamner? Parce que son attitude, il n'a aucune confiance dans la justice, il ne veut pas collaborer. Voilà. Donc je pense que de toute façon, c'est un briscard de la cour d'assises, il n'a absolument pas envie de parler, et voilà. C'est une plaie pour son avocat, entre nous. Oui, bon, pour ses avocats, parce qu'il en a eu un certain nombre, oui, bien sûr. Bon, on va balayer peut-être ensemble l'idée qu'il ait voulu tuer Maître Houppe, qui était partie civile dans son premier gros procès. Vous n'y croyez pas, moi non plus? Non, non, voilà. Honnêtement, non. Alors, je n'y crois pas du tout. Le rôle du père, en revanche. Donc on a ce témoin interrogé par Paris-Normandie en plein procès, qui vient quand même donner un coup de massue au juge d'instruction, parce que lui dit, moi j'ai vu 2 bonhommes ce matin-là, il n'y a pas une ligne là-dessus dans le dossier d'instruction, et donc on peut imaginer qu'ils sont 2 au minimum au moment du meurtre du père, et possiblement 2 au moment du meurtre de Madame Roussel, et de la découpe de son cœur. Vous y croyez? Oui, moi je suis convaincue que le père a aidé. Je pense qu'à un moment donné, il a tué Roussel, parce que Roussel l'a trouvé dans sa grange. Pour vous, c'est ça le mobile? Pour moi, ce serait le mobile. Il dort dans la grange de Roussel arrive. Voilà, il s'est fait débusquer par Roussel, et puis il avait le fusil, il a tiré. Et je pense que Madame Roussel a dû aller chercher son mari qui tardait à rentrer. Ouais. Et voilà, il l'a tué aussi. Et après, il a dû faire appel à son père en disant qu'est-ce que je fais, quoi. Donc le fait que la grange soit brûlée, je veux dire, le père était ancien policier, c'est tout à fait cohérent qu'il ait pu dire à son fils, on enlève les preuves, tu brûles. Et puis découper le cadavre, le père avait une formation qui lui permettait de faire une découpe quasi professionnelle. Donc ça colle. D'ailleurs, le fait qu'il se suicide ultérieurement, à mon avis, au moment où il aurait pu être coincé dans le deuxième procès, me paraît être raisonnable pour dire qu'il a participé. Ils se suicident tous les 2, c'est quand même le parallèle entre les 2 destins est incroyable. Ces 2 hommes qui sont aussi bretzins que l'un que l'autre choisissent, plutôt que de parler, de se tuer. Mais je pense qu'Alfred Petit avait beaucoup de récriminations à l'égard de son père, et je pense que c'est le fait que dans ses histoires antérieures, il ait tiré sur des policiers, c'est pas un hasard non plus. Question
qui a fabriqué ce psychopathe? Parce que typiquement, un type qui tue 2 personnes, possiblement une, parce que juste il l'a dérangé dans la grange dont il est propriétaire, c'est un psychopathe. Son père est un ancien CRS. C'est un tyran domestique. Est-ce que c'est lui qui fabrique le psychopathe? Bah, écoutez, je ne suis pas psychanalyste, ni psychologue, mais vraisemblablement, l'éducation qu'il a reçue, c'est pas quelque chose qui permet de se construire de manière équilibrée. Voilà, je pense que quand même, il y a une responsabilité des parents, là. Et vous le disiez, le père était policier. Et or, à plusieurs reprises dans sa carrière, il tire sur des policiers, comme s'il voulait tuer le père. Oui, je pense qu'il y a quelque chose là qui se lie entre le père et le fils. Alors, il y a une polémique politique dans cette affaire qui n'est pas illégitime en soi. On a exploité cette histoire en disant, au fond, on a laissé sortir un récidiviste en permission. Est-ce que vous, qui êtes partie civile à ce moment-là, vous trouvez qu'il y a matière à scandale? Non, parce que je pense qu'il est raisonnable de donner des permissions de sortie à des gens qui ont eu des longues peines et qui arrivent en fin de peine. Là où je suis plus critique, c'est que pendant un mois, personne n'a bougé alors qu'il n'était pas rentré de détention. Là, il y aurait dû y avoir une mobilisation quand même pour le retrouver. Et il n'y a rien eu. Voilà, c'est à ce niveau-là, je pense qu'il y a un problème. C'est pas sur le problème de la permission. Revenons au fond. Le procureur de la République, dont je viens de parler, doit se justifier évidemment de la libération, enfin, du fait que ce garçon a été libéré en conditionnel, non pas en conditionnel, mais qu'il a des permissions de sortie qui sont les premières étapes avant la libération conditionnelle. Oui, il dit, on fait toujours un pari sur un individu. Alors évidemment, ça a été incompréhensible pour une grande partie de la droite à l'époque. Vous comprenez cet argument? Oui, bien sûr. Moi aussi. Bien sûr que c'est toujours un pari. De toute façon, s'il sort après avoir purgé complètement sa peine, qu'il n'ait pas fait de permission de sortie ou autre, voilà, il sort, il a purgé sa peine, il peut recommencer. Donc c'est toujours un pari, effectivement. On ne va pas garder les gens à vie au motif qu'il y a un danger. Et votre cliente, elle est sur quelle ligne? La vôtre ou celle de la droite à l'époque? Écoutez, moi je pense que ma cliente, elle était quand même très meurtrie et elle n'avait pas d'idée particulière là-dessus, quoi. C'était, elle voulait la vérité, elle voulait que Petit parle, ce qu'il n'a jamais fait. Un petit mot pour terminer, maître Giudicelli, vous étiez avocate à Rouen. Vous êtes à la retraite. C'est facile à prendre la retraite quand on est avocat? Écoutez, moi ça a été très simple. Le jour où j'ai eu le sentiment que j'avais fait le tour, j'ai arrêté. J'avais fait 38 ans, c'était bon. Sans regret? Ah, sans regret, du tout. Parce que c'est un métier qui prend en tripes. Sinon, Parce que c'est un métier qui prend en tripes. Oui, absolument. Ça aussi très très fatigant sur le plan physique et sur le plan psychologique. Je me suis arrêtée, j'avais 66 ans, si vous voulez. Donc, comme j'étais spécialisée en droit pénal, je faisais pas mal de cours d'assises. Ouais. C'est compliqué. Ouais. C'est fatigant, c'est éprouvant. Et on porte vraiment le dossier sur ses épaules. Tout à fait. Personnellement. Oui, forcément. Merci beaucoup, maître Giudicelli, ex-avocate au barreau de Rouen, pour le débrief de cette affaire appelée Alfred Petit. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.